Quand on traverse une route, la pire des choses, même en cas de danger, c'est de faire marche arrière. Je suis Trésor Mutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Aujourd'hui, nous allons résumer ce livre de David Van Reybrouck, Congo, une histoire. En lisant justement ce livre, on peut résumer l'histoire du Congo à ce conseil cité en introduction, qui est de ne jamais faire marche arrière lorsqu'on a déjà entamé la traversée d'une route. Et tout commence par la raison même d'être de ce pays, de ce grand territoire qui, au départ, selon les accords signés entre Léopold II et les autres grandes puissances, était que ce territoire serve de terrain neutre, une petite Belgique, une sorte de grande Belgique en Afrique centrale. Un arbitre, donc une sorte de zone de paix au milieu des grands groupes coloniaux, avec la France à l'ouest, avec la Grande-Bretagne dans le Grand Est, avec l'Allemagne à l'est et avec le Portugal au sud. Premier rendez-vous avec l'histoire, premier raté, à cause notamment des ambitions égoïstes du souverain belge, ce qui a failli nous coûter une première balkanisation. Deuxièmement, dans la marche vers l'indépendance, dans la marche vers l'émancipation, une marche qui a longtemps été redoutée et retardée par la Belgique. On a tendance à croire que l'envie de devenir indépendant avait subitement pris les Congolais, ce qui est totalement faux. Le livre nous apprend que ce besoin avait déjà été exprimé à plusieurs reprises depuis les années 20, mais qu'à chaque fois le pouvoir en place avait tenté de l'étouffer, avait tenté de le réprimer. Peut-être parce que ces besoins de plus d'égalité étaient exprimés dans les milieux ruraux. Le livre nous donne 3 exemples qui s'attaquaient aux 3 piliers de l'État colonial, qui étaient l'Église, la politique et le capital. Les premières revendications politiques s'étaient exprimées de manière religieuse, notamment avec Simon Kimbangu. Mais au lieu d'écouter le message qu'apportait ce phénomène de Kimbangu, la politique de l'époque avait tout fait pour l'étouffer. Ils ont mis le leader en prison, ils ont emprisonné aussi tous ses autres collaborateurs. Au finish, cela aboutit à d'autres formes de revendications tout aussi religieuses et politiques, notamment le mpandisme, le kingunza, le pandisme, le machuanisme et le kitawala. La deuxième forme de revendication était une revendication ouvrière qui a eu lieu dans le Bandundu. On a appelé ça la révolte des Pendés qui se sont révoltés contre la grande multinationale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Unilever. C'était simplement des demandes de plus de conditions. Mais malheureusement, là encore, au lieu de les écouter, au lieu d'apporter des solutions aux problèmes profonds, on a réprimé les revendications, on a enfermé des gens et il y a même eu des morts. Une autre revendication contre le capital a eu lieu dans le Katanga, contre l'Union minière, aujourd'hui la Gécamine. Et là encore, le leader qui s'appelait Léonard Mpoyi a été tué. Et l'État n'a jamais apporté les réponses aux problèmes posés par la population. Lorsque les revendications sont étouffées, sont réprimées, cela finit un jour par exploser. Ce qui arriva le 4 janvier 1959 aurait bien pu être évité si au départ le régime colonial avait tenté d'écouter les revendications de la population. Et lorsque cela a explosé, la Belgique était dépassée, les Congolais étaient dépassés et le spectre de la balkanisation est encore revenu juste après les indépendances. Ce qui a fait dire à certains que nous avons demandé l'indépendance et la Belgique nous l'a jeté à la figure. Et là encore, même dans le processus d'indépendance, la Belgique a tout fait pour essayer de s'accrocher encore à son petit pouvoir colonial, notamment en organisant deux tables rondes. La première table ronde qui a donné plus de liberté aux Congolais, donc on peut dire c'est une table ronde réussie pour l'indépendance. C'était la table ronde politique qui a eu lieu au mois de février. Mais ensuite, il y a eu une autre table ronde. Celle-là a été une table ronde économique. Et au cours de cette table ronde, tout a été mis en place pour que la Belgique puisse tirer le maximum de pouvoir possible. Et ça a été une cause lointaine de la zaïrianisation qui est venue plus de 10 ans plus tard. Et cette zaïrianisation a été catastrophique à la fois pour les entrepreneurs belges et pour la population congolaise. Un autre exemple d'un rendez-vous manqué avec l'histoire, c'est la marche vers la démocratie, qui a pourtant commencé depuis la fin des années 60 avec les marches des étudiants, les guerres de Chaba 1, Chaba 2, la guerre de Moba, les manifestations pacifiques, la marche des chrétiens. La marche des chrétiens, mais malgré tout ça, le pouvoir en place a tout essayé pour jouer les prolongations, pour se maintenir, pour faire marche arrière, alors qu'on était déjà en train de traverser la route. Et on connaît la suite, une guerre
qui est venu avec son lot de problèmes, avec toujours ce spectre de la balkanisation. Donc en lisant ce livre, c'est la grande leçon pour moi que j'en tire, c'est que chaque fois qu'il y a des tensions, qu'il y a des revendications, il faut prendre le temps d'analyser les causes internes, les causes profondes et essayer d'apporter une réponse globale. Essayer de jouer sur le temps, de jouer sur l'espace, ça a toujours été nocif et à la fin, lorsque cela explose, plus personne ne s'en sort. Et il y a d'autres exemples dans ce livre qui nous le rappellent. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande vraiment parce qu'il est très bien écrit. En tout cas, l'auteur a une très bonne plume. On y apprend beaucoup de choses au-delà de la grande leçon dont on vient de parler. L'auteur tente par exemple de répondre aux origines du tribalisme. D'où vient le tribalisme au Congo? L'auteur explique que ce phénomène n'existait pas avant la colonisation. Les tribus se côtoyaient, les tribus se connaissaient. Dans certains villages, on trouvait des gens qui parlaient plusieurs langues. Dans un autre livre, pas celui-ci, mais un tout autre livre, j'espère que je pourrai le résumer un jour. Dans ce livre, on explique par exemple que les mariages interethniques étaient très souvent recommandés et malheureusement, lorsque le père mourait, en cas de succession problématique, les enfants issus de ce mariage repartaient chez leurs oncles maternels et donc repartaient dans le village de leur oncle maternel. Ce qui fait qu'on pouvait facilement trouver des Baluba chez les Bashi, on pouvait trouver des Bakongo chez les Lunda. Les gens arrivaient à vivre en très bons termes. Alors l'auteur explique que l'origine du tribalisme en RDC serait venue grâce au travail d'ethnographes qui avaient pour objectif de déterminer les caractéristiques de chaque tribu, mais ont fini par aboutir sur une liste de clichés, de préjugés de chaque ethnie, et ces différents clichés étaient enseignés dans des écoles où les enfants apprenaient par exemple que tel peuple c'était des gens sérieux, tel peuple c'était des travailleurs, tel autre peuple il fallait s'en méfier. Et cet endoctrinement sur les préjugés a débouché à une affirmation identitaire et au rejet des autres cultures. La même politique a eu des conséquences beaucoup plus graves, beaucoup plus sanglantes lorsqu'elle a été appliquée dans un pays voisin, donc le Rwanda, qui a fini même des années plus tard sur un génocide entre deux tribus. On découvre aussi par exemple dans le livre qu'au moment de l'indépendance, il y avait 4 grandes classes sociales en RDC. Il y avait les indigènes, beaucoup plus dans les villages. Il y avait les évolués, c'était ces Congolais qui voulaient absolument ressembler aux Belges. Ils voulaient vivre comme le Belge, ils mangeaient comme lui, ils parlaient comme lui, ils marchaient comme lui. Et ces évolués ont constitué la première classe politique congolaise. Leur envie de devenir comme le Belge était tellement ancrée en eux qu'une fois aux affaires, ils se sont plus comportés en maîtres qu'en serviteurs ou en frères pour aider la population à émerger. D'ailleurs, en lisant les déclarations bien avant l'indépendance des évolués qui réclamaient justement cette indépendance, on comprend très vite que le souci c'était beaucoup plus les conditions de travail des évolués qui voulaient absolument avoir le même statut que les Belges. Donc ils ne visaient pas l'amélioration des conditions de la population de la masse des indigènes, mais beaucoup plus les conditions des évolués. Pas surprenant qu'une fois aux affaires, qu'ils aient continué sur cette lancée et se sont accordés tous les faveurs et tous les avantages au monde. Au-delà des évolués, il y a une classe sociale importante à l'époque, c'était les Muziki, une forme primaire de femmes émancipées. Ce sont des femmes qui revendiquaient le droit de commercer, le droit de se réunir, le droit d'aller au concert, de danser, d'aller au concert de African Jazz et aussi de conduire par exemple une voiture. Ce qui était une vraie revendication pour l'époque. Et la dernière classe, pas la moindre, c'est cette classe qu'on appelait les Bills. Les Bills, en fait, c'était des jeunes qui admiraient beaucoup un acteur de western américain, il s'appelait Buffalo Bill, et d'où le nom d'ailleurs, les Bills. Et contrairement aux évolués, par exemple, qui s'habillaient toujours en cravate, un peu pantalon, eux, c'était beaucoup plus des jeans, des chemises avec foulard, et ils avaient développé un langage propre à eux qu'on appelait Hindu Bill, qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Bref, un livre très agréable à lire parce qu'il raconte non seulement des grands personnages de l'histoire, mais aussi des anonymes comme vous et moi qui ont vécu ces différentes étapes de notre évolution. Merci, c'était là l'histoire ou le résumé de Congo une histoire, livre de David Van Reybrouck. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre livre qui va cette fois-ci présenter un héros oublié. Vous découvrirez lequel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Sinon, laissez-nous un commentaire. Merci, à la prochaine.
Moko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, stoki tola bona Congo, monga kotala kimia yango.